GTB, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 13 janvier 2025, dont voici les titres. 2000 boutiques de référence seront créées dans le cadre du projet de modernisation du commerce de détail. Une déclaration du ministre de l'Industrie et du Commerce. Serine Gueye Diop était l'invité de l'émission Point de vue sur la RTS 1, dont vous suivrez un extrait dans cette édition. Une grève de 48 heures ce lundi entamée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Il réclame la pension de réversion des enseignants décédés et le respect des engagements de l'État du Sénégal. El Hadj Gorgui Diouf, secrétaire général de la section de la faculté des sciences, s'exprimera en leur nom dans ce 20h. Insécurité autour de l'arène nationale. Lors des combats de lutte, les riverains expriment leur ras-le-bol et demandent la délocalisation de l'arène. Des réactions recueillies au lendemain du combat ayant opposé Zarco à Gris-Bordeaux. C'était hier à l'arène nationale. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Demeure une... Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé la création de 2000 boutiques de référence au Sénégal. Un projet qui entre dans le cadre de l'augmentation de la production nationale et de la modernisation du réseau de distribution pour répondre plus efficacement aux besoins du marché intérieur et renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Le ministre en a fait de l'annonce dans l'émission Point de vue, c'était sur la RTS 1, suivant ses propos. Les systèmes des boutiques qu'on connaît aujourd'hui, ça date de la nuit des temps. Depuis un siècle, c'est les mêmes boutiques, hein, avec un niveau d'hygiène discutable, avec un système de réfrigération des produits, de congélation des produits qui n'est pas acceptable. Même les coins pour vendre le pain, on sait bien que ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Nos services contrôlent ça tous les jours. Donc ce que le président de la République, le Premier ministre nous ont demandé, c'est d'élaborer ce qu'on appelle un programme, justement, de boutiques de référence, de type Sonadis. J'ai déjà informé nos partenaires, les boutiquiers. Nous avons parlé aussi aux distributeurs, nous avons parlé à tout le monde, pour voir comment maintenant nous allons passer à l'échelle. D'ailleurs, pendant les stages généraux, c'était un des thèmes qu'on a discuté. De quoi il s'agira? Il s'agit d'avoir un seul design sur l'ensemble des boutiques, sur l'ensemble du territoire. Le programme, c'est 2000 boutiques de référence dans un premier temps, mais totalement différent de ce qu'on connaît. Ce sera des boutiques modernes, avec un système de congélation, de surgélation pour les produits, avec un système de réfrigération pour les produits, qui feront du détail et du demi-gros, n'est-ce pas, mais avec juste un même facing, avec un même design un peu partout. Et là, les prix seront, parce qu'ils seront donc rattachés à une centrale d'achat, où l'État va vraiment être là pour contrôler, mais sera géré par le service privé, pour éviter ce qui se passe avec les Sonadis. Et je pense que ça permettra d'avoir des boutiques de référence, donc des prix de référence, et tout le monde sera obligé d'appliquer ces prix-là, et nos services seront là. Donc ça, je pense que ça permettra aussi de créer énormément d'emplois. Là, on parle de 20 000 emplois à peut-être 30 000 emplois. Le SAES a entamé une grève de 48 heures ce lundi pour dénoncer la non-reversion des pensions de retraite des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. Au même moment, l'intersyndical des personnels administratifs, techniques et de services déplore également le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur et menace de recourir aux moyens légaux de lutte pour se faire entendre. Écoutons à cet effet El Hadj Gorgui Diouf, le secrétaire général de la section de la faculté des sciences, au micro de notre reporter. Oui. Nous avons décrété 48 heures de grève, c'est-à-dire aujourd'hui le lundi 13 et demain le mardi 14. Voilà. Ça, c'est juste pour le respect du protocole d'accord qu'on a signé avec le gouvernement du Sénégal depuis janvier 2023. Et dans ce protocole d'accord, il y a toujours des points qui ne sont pas encore satisfaits. Et que par rapport
à nos différents points de revendication. Si, il y a des points qui ont été satisfaits. Oui, il y en a, mais par contre, il y a d'autres points qui jusqu'à présent ne sont pas encore satisfaits par le gouvernement. Oui, c'est un contexte où tout le monde demande, une stabilité dans les universités pour continuer à travailler tranquillement. Là, nous tous, nous le savons, mais quand même, il faut souligner quelque chose. Nous avons des camarades qui, malheureusement, sont décédés et que leurs familles attendent toujours leur dû. Ça aussi, il faut aussi tenir compte de cela, parce que ces familles-là doivent subvenir à leurs besoins, doivent manger, se loger, se nourrir, tout ça. Donc, ils attendent leur dû. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons décrété ce mot d'ordre de grève pour le respect du protocole d'accord. Et en plus aussi au nom de la continuité de l'État. Le souhait du gouvernement du Sénégal d'assainir le secteur du transport, notamment les deux roues, est mal interprété par certains conducteurs de moto Jakarta. Selon Moustapha Gueye, conseiller technique au ministère du Transport, il revient sur les enjeux de cette mesure. Selon lui, ce programme vise à renforcer la sécurité routière et à assurer la régularisation plutôt d'une certaines catégories de motos, suivant ces propos qui ont été recueillis par Delendjaye et Serignan. Naturellement, en application de la loi, parce que c'est la loi qui dit que tout véhicule à moteur qui est susceptible de circuler sur la voie carrossable doit être pourvu d'une plaque d'immatriculation. C'est à travers cette plaque-là qu'on arrive à identifier la voiture, le véhicule, le conducteur, et par conséquent puisse situer face à ses responsabilités en cas d'infraction. Donc naturellement, l'État a demandé à ce que, lors du contrôle routier, qu'il y ait une suspension provisoire de la vérification des plaques d'immatriculation. Donc à ce temps qui court, si un policier ou un gendarme arrête un deux roues, lors d'un contrôle, il peut contrôler le port du casque, il peut contrôler le permis, il peut contrôler l'assurance, mais il ne contrôlera pas la carte grise. Parce qu'il y a une suspension de 3 mois sur cet aspect du contrôle. Donc ça, c'est une dérogation qu'on a fait. Et ces 3 mois-là, on a demandé aux deux roues de venir au niveau des services du ministère pour se faire immatriculer gratuitement. Mais il n'y a pas de taxe. Quand on parle de gratuité, c'est la gratuité aux frais induits à l'État. Parce que quand vous voulez muter votre véhicule, il y a des taxes induites à l'État. Si vous allez au niveau des impôts et domaines, pour déposer vos dossiers, il y a des taxes que vous devez payer, mais l'État a renoncé à ces taxes-là. Vous ne payerez rien du tout si vous déposez ces dossiers là-bas. Au niveau du service des mines aussi, il y a des taxes que vous devez payer si vous mettez votre véhicule. Là aussi, l'État a renoncé à ces taxes. Il n'y a rien que vous puissiez payer là-bas. Seulement, la plaque d'immatriculation, qui fait l'objet d'ailleurs du point d'achoppement, appartient à des privés. Parce que l'État vous remet la carte grise, qu'il vous remet comme une pièce d'identité. Mais sur la carte grise, il est mentionné le numéro qui doit figurer sur la plaque. Et si vous devez vous procurer une plaque, vous allez voir un concessionnaire privé. Et ce concessionnaire-là, s'il n'offre pas ses services, il va falloir les payer. Les documents qu'on vous demande pour muter un véhicule ne sont pas difficiles d'accès. C'est la pièce d'identité de la personne à qui vous a vendu la moto, la pièce d'identité de la personne qui doit muter la moto en son nom, l'acte de vente, la déclaration et le certificat de mise en consommation. Tout ça, c'est des documents que vous pouvez avoir dans les services centraux de l'État. Le ministre de la Famille et de la Solidarité, Maïmouna Dièye, s'est rendu en Casamance ce samedi 11 janvier pour procéder au lancement officiel du projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance, un programme initié par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. À cette occasion, le ministre est revenu sur l'importance de ce projet pour cette ville, mais aussi sur les avantages de ce plan pour les habitants. Mama Wassal. Le projet que nous allons lancer aujourd'hui a une histoire et évidemment une ambition. Il est né de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a mis en place un plan très ambitieux pour la Casamance dénommé le plan Diomaye pour la Casamance. Adopté par le Conseil interministériel du 8 octobre 2024 pour un coût global de 53 629 248 187 francs. Pour rappel,
Le conflit casamancé a entraîné la désertion de nombreuses localités de cette partie du Sénégal avec des populations déplacées qui ont trouvé refuge, certains dans d'autres contrées à l'intérieur du pays, d'autres dans des localités des pays voisins. Suite à l'amélioration considérable des conditions de sécurité de la zone, beaucoup d'entre elles, parfois absentes depuis plusieurs décennies, ont décidé de revenir. Le plan Diomaye pour la Casamance est articulé aux orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui promeut, entre autres, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités à travers différents axes stratégiques relatifs notamment à la mise en place d'un système de santé performant et accessible à tous, au renforcement de l'accès aux services sociaux de base, au soutien à l'économie sociale et solidaire, à la promotion des modes de production et de consommation durable, à la mise en place d'infrastructures de connectivité. Le ministre autrichien des Affaires étrangères a annoncé hier l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Agadez, dans le nord du Niger. Le Qatar a remis à Israël et au Hamas une version finale d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages du Hamas, destiné à mettre fin à la guerre. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec Delanjay. Le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme ce dimanche 12 janvier l'enlèvement d'une ressortissante autrichienne à Agadez dans le nord du Niger. Eva Gretschmatch a été amenée samedi dans la soirée par des hommes armés non identifiés. Son enlèvement n'a pas été revendiqué. À ce stade, des recherches étaient en cours dimanche pour tenter de retrouver la trace de cette dame installée à Agadez depuis près de 3 décennies. En Guinée, le juge ayant autorisé l'évacuation sanitaire de Kassori Fofana, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et corruption, a été récusé. C'est insurgé l'avocat de l'ancien premier ministre 2018-2021. Gaza, le Qatar a remis à Israël et au Hamas une version finale d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages du Hamas destiné à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a déclaré lundi à Reuters un responsable informé des négociations. Un responsable a cependant indiqué lundi qu'Israël n'avait pas reçu de projet en proposition d'accord pour mettre fin au combat de Gaza et récupérer ses otages. Le Qatar est avec l'Égypte et les États-Unis l'un des pays médiateurs dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Incident à Los Angeles, Donald Trump prend à partie le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avec un bilan de 16 morts. Les incidents qui font rage à Los Angeles depuis 5 jours se sont étendus au nord-ouest de la ville avec le renforcement du vent. Les flammes menacent désormais la vallée d'Ansemé peuplée de San Fernando. Les autorités locales font face à des critiques et en particulier celle de Donald Trump. Sport à présent, football, Coupe CAF. Sans leurs supporters, le Jaraaf a réussi à décrocher la victoire par la plus petite des marques, 1-0 contre l'ASEC Mimosa. C'était ce dimanche au stade Maître Abdoulaye Wade, dans une bonne position pour se qualifier pour le second tour. Les hommes de Malik Daf devront décrocher au moins le match nul sur la pelouse de l'USM Alger pour être sûr donc de se qualifier. Voici le coach Malik Daf au micro de Mansour Diassé. Il y a victoire, il y a match nul, il y a défaite. Et quel que soit Alpha, il faut être fair play et l'accepter. Parce que c'est le football qui est comme ça. C'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance parce que ASEC d'Abidjan reste une très bonne équipe. C'est une équipe académicienne qui savent bien jouer au ballon. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer de ces grandes compétitions parce que régulièrement ils sont là. Mais je pense que nous avons fait une mauvaise entame dans les phases de poule. Je pense qu'on a perdu le premier match. Mais depuis, il y a une nette amélioration. L'équipe progresse de mieux en mieux. C'est un match que nous avons bien préparé. On savait que ça n'allait pas être facile contre une belle équipe d'ASEC. Je pense que notre entame a été meilleure. Nous avons mis le pied sur le ballon avec un bloc haut. On a pressé. Je pense qu'on a eu quelques situations. On a marqué sur le ballon arrêté. Mais je pense qu'à un moment donné, nous avons reculé. On a un peu laissé le ballon à l'adversaire. Et je n'ai pas aimé à ce moment. Nous sommes à 3 points maintenant de l'ASEC. La qualification est entre nos mains. Maintenant, on focus sur le prochain match. On prépare le match Alger, Inch'Allah. On est là-bas pour gagner. Pourquoi pas
pour gagner ce match, Inch'Allah. Et vous, Tcherno, je pense que déjà, le match qui m'a fait le plus mal, c'est le match contre Orapa, là-bas à Gabaron. C'est un match qu'on devait gagner parce qu'on a créé un nombre incalculable d'occasions. D'emblée, sur l'entame de jeu, à la première minute, on a eu des face-à-face avec le gardien. Malheureusement, on n'a pas marqué. Même si le match passé aussi contre Orapa, je pense qu'on a marqué à l'usure presque à la dernière minute. Et il y a beaucoup d'occasions gâchées et même le penalty a été raté. Je pense que c'est le problème c'est le maladresse des attaquants sénégalais. Mais comme a dit, moi, nous sommes des coachs, nous sommes payés pour ça. Donc on est obligé de travailler en conséquence. Je pense que l'équipe va s'améliorer, comme je l'ai dit. Parce que si vous regardez, au début, on a resté 3 matchs sans marquer. Mais depuis 2 matchs, on achète les billets et on gagne, donc c'est bien. Après le foot, la lutte, une 6e victoire de suite pour Zarco qui a pris le dessus hier sur le 3e Tigre de Fass Gris Bordeaux. D'autres lutteurs se sont illustrés lors de cette journée de lutte organisée par Al-Bourar Event. Suivons les détails avec Idrissa Fall. Du spectacle, de l'ambiance, Al-Bourar démarre fort sa saison. Les amateurs de lamb ont été gâtés hier lors du premier événement de Al-Bourar Events pour cette nouvelle saison. Plusieurs combats se sont tenus au grand bonheur des spectateurs, en plus des ambiances de feu des face-à-face. Une journée où les lutteurs étaient au rendez-vous avec des combats qui étaient à la hauteur des attentes et la loi du sport a contraint certains lutteurs de rentrer avec la défaite. Notamment le vétéran Tafa Gueye 2, est stoppé par le nouveau phénomène de Grand Yoff Papa Bari Bari. Tafa Mbeur se relance en battant Siteu bu Ngor. Le combat le plus attendu qui opposait Talfa contre Pokola se termine sur une victoire éclatante du petit-fils de Falaye Baldé qui s'impose sa loi face au gamer Talfa. Fils de Balle se relance après sa défaite contre Lac Rose dans ce combat spécial où il a imposé sa force en s'imposant devant le fils de Boy Kairé, en l'occurrence Diène Kairé, qui enseigne une 2e défaite après Zarco. Ce même Zarco, lui aussi a donné raison aux connaisseurs qui voyaient en lui le favori de son duel face à Gris Bordeaux. Le volcan de Grand Yoff prend le dessus sur le 3e Tigre de Fass qui continue sa montée en puissance. Quant au chef de file de l'écurie Fass, il continue sa descente aux enfers et signe sa 12e défaite de suite. D'où la question se pose, quel sera l'avenir de Gris Bordeaux dans la lutte avec frappe? Je vous le disais tantôt donc, Zarco, le volcan de Grand Yoff, qui enchaîne une 6e victoire successive, ce qui nous amène à nous poser la question sur son avenir dans l'arène. Avis d'expert avec Malik Thiandoum, qui, selon lui, cette victoire pourrait permettre à Zarco de se hisser dans la cour des grands, suivant son analyse dans cet entretien téléphonique avec Idrissa Fall. Zarco et Gris Bordeaux ont livré un très bon combat. Et durant ce combat, il y a eu un long round d'observation pendant laquelle, effectivement, Gris Bordeaux n'a pris aucune initiative. C'est en ce moment-là que Zarco a pris sur lui l'initiative d'attaquer, de décrocher un crochet droit et de saisir Gris Bordeaux par le ngembe et d'un croc à jambe dévastateur, il l'a basculé à terre. Donc ça a été un combat pendant lequel Zarco a imposé sa puissance physique, athlétique, sa force et sa technique pour éliminer Gris Bordeaux qui n'a pas pesé lourd devant Zarco. Alors cette victoire est la 6e d'affilée pour Zarco et ça lui ouvre bien des perspectives parce qu'aujourd'hui, inéluctablement, Zarco est entré dans la cour des grands. Et l'adversaire le plus probable actuellement, c'est Eumeu Sène qui n'a pas de combat. Il y a également Tapha Tine qui n'a pas de combat. Il peut logiquement aussi affronter quelqu'un comme Sa Thiès ou bien attendre le combat entre Siteu et Balla Gaye numéro 2. Mais là, c'est un combat qui va se dérouler en juillet. Pour Gris Bordeaux, pour moi, c'est la fin. De 12 défaites. Et puis depuis 11 ans, il n'a pas eu de victoire. Donc ça veut dire tout simplement que pour lui, c'est la fin, c'est le moment de tirer sa révérence. Parce que sa dernière victoire date de 2015 contre Mohamed Ndao Tyson. Tyson est allé à la retraite. Il a battu Lac de Guiers numéro 1 qui a disparu également, qui est allé à la retraite. Il a également battu Baye Mandione qui a raccroché. Bombardier également, aujourd'hui, va également aller vers la retraite. Donc pour moi, logiquement, cette défaite est la défaite de trop et Gris Bordeaux doit tout simplement aller à la retraite et laisser les jeunes loups de Fass lui succéder.
Le combat donc Zarco Gris Bordeaux, un événement qui n'a pas été sans conséquence sur les habitants, sur les citoyens sénégalais qui habitent dans les alentours de l'arène nationale. Très exposés durant les combats de lutte à l'arène nationale de Pikine, les riverains dénoncent l'insécurité qu'ils vivent et exigent une délocalisation du stade. Reportage Idrissa Fall et Serignan. L'insécurité que vivent les riverains qui habitent aux alentours de l'arène nationale de Pikine demeure une situation qui nécessite beaucoup de considération, d'où les cris du cœur de certains. Je peux dire, pendant les combats de lutte, on souffre énormément. Le problème est que lors des combats de lutte, on est obligé de suspendre toutes nos activités. Fatigués, vraiment, nous sommes très fatigués durant les combats de lutte parce que nous sommes très exposés et surtout les lacrymogènes nous font mal. Parfois, les gens entrent dans nos maisons. Cette situation compliquée des riverains pendant ces genres d'événements pousse certains à exiger la délocalisation du stade. Vraiment, nous sommes épuisés avec la lutte. Notre souhait est de délocaliser le stade parce que depuis qu'il est là, on ne peut plus éduquer nos enfants. Hier, notre quartier est rempli de personnes qui ne sont pas ici. Vraiment, nous avons marre de ce stade qui n'est pas à sa place. Il faut le délocaliser à Diamniadio. Ainsi, pour eux, la sécurité des riverains qui sont dans les parages doit être irréprochable. Nous demandons à l'État de nous aider sur le plan de la sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais il y a le minimum. Parce que nous, les habitants de Pikine, sincèrement, nous sommes fatigués. On ne peut pas faire justice soi-même. On doit renforcer la sécurité. Nous, les riverains, on est fatigués et nous demandons au renforcement de la sécurité. Cependant, dans un pays où la violence et l'indiscipline règnent, la lutte sénégalaise qui draine énormément de foules ne serait-il pas une menace qu'il faut y remédier dans l'immédiat? Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.